Madame, Monsieur, bonjour. La joie dans le camp Trump et les larmes pour les supporters d'Hillary. Nous vivons ensemble une page d'histoire. Avec l'élection du 45e président des États-Unis, le monde va-t-il changer de face? Nous allons revenir sur cette nuit bouleversante. Vous vous êtes couché avec Clinton et vous vous réveillez ce matin avec Trump parce que c'est lui que les Américains ont choisi, Donald Trump, le candidat le plus inattendu de l'Amérique, un homme d'affaires extravagant, sans passé politique, est donc devenu le commandant en chef de la première puissance mondiale. Que va devenir l'Amérique sous l'administration Trump? Les États-Unis sont sortis blessés et divisés de cette campagne souvent violente. Alors Donald Trump va-t-il panser les plaies? Comment les minorités afro-américaines et latinos vont-elles vivre aux côtés de la majorité blanche de l'Amérique profonde? Sans compter que le monde attend les États-Unis au tournant. Le nouveau président aura sur son bureau des dossiers brûlants. La Syrie, l'Iran, l'État islamique, l'Ukraine et les rapports avec la Russie. Tremblement de terre pour certains. Espoir pour les autres. Autour de moi, j'ai réuni une équipe de spécialistes, de journalistes, de chroniqueurs pour une heure d'édition spéciale sur ce véritable bouleversement. Trump a fêté la victoire au milieu de ses supporters. On l'écoute tout de suite. Je fais le serment que je serai le président de tous les citoyens de notre pays. Et c'est vraiment une chose très importante pour moi. À tous ceux qui ont choisi par le passé de ne pas me soutenir, il y en a et il y en a eu quelques-uns. Je m'adresse à vous pour avoir vos conseils et votre aide pour que nous puissions travailler ensemble et unifier notre grand pays. Comme je l'ai dit depuis le début, ce n'était pas une campagne, mais plutôt un mouvement incroyable et formidable fait de millions d'Américains qui travaillent dur et qui aiment leur pays et veulent un futur meilleur et plus prometteur pour eux et leurs familles. Et on va retrouver tout de suite notre envoyé spécial à New York, Léa Berdugo. Léa, bonjour. Alors la nuit a été courte pour vous, il est un petit peu plus de 7 h du matin chez vous. Comment la côte Est s'est-elle réveillée ? Écoutez, dans la stupeur, je peux vous dire qu'à New York, là où je me trouve, c'est l'incompréhension qui règne auprès des New-Yorkais. Jamais ils n'auraient pensé que Donald Trump accède à la Maison-Blanche. Pour eux, c'était une folle hypothèse qui n'aurait jamais pu être réalisée. Eh bien, ils se sont trompés. Hier soir, ils étaient des centaines à être rassemblés sur les places publiques, à suivre les résultats des élections minute par minute. Et on a bien senti que leur cœur penchait du côté de la démocrate Hillary Clinton. À chaque fois qu'elle remportait un État, on entendait des applaudissements et des cris de joie. En revanche, des huées pour Donald Trump. On le voit, la majorité des habitants à New York soutenaient Hillary Clinton. Toutefois, on a pu rencontrer des soutiens de Donald Trump qui sont certes moins nombreux, mais eux se sont réjouis de cette victoire du candidat républicain. Et pour eux, c'est un signe que l'Amérique de demain va changer, que c'est le début d'une nouvelle ère, une nouvelle ère qui inquiète profondément ici à New York. Alors on a justement l'impression que cette élection, Léa, c'est l'élite versus l'Amérique profonde. Est-ce que c'est le sentiment qu'éprouvent les électeurs de Trump, ceux que vous avez pu rencontrer en tout cas ? Oui, exactement. Aujourd'hui, on voit bien ici à New York comme dans d'autres villes que l'Amérique est scindée, non pas entre communautés, mais entre différents milieux sociaux. Et ce que l'on a pu entendre, c'est cela, c'est que les démocrates ne se rendent plus compte de la réalité du terrain. Ils ne se rendent pas compte des difficultés que rencontrent les milieux sociaux les plus défavorisés. Eh bien, ils ont choisi d'adresser leur vote à Donald Trump, ce milliardaire qui dit les écouter. On a entendu qu'il donnait une large place aux milieux sociaux populaires dans ses discours. Pour eux, Hillary Clinton représente le mensonge, la trahison, la malhonnêteté. Eh bien, ils ont choisi le candidat républicain aujourd'hui. Merci beaucoup Léa Berdugo. Et nous allons tout de suite dans les rues américaines pour entendre justement les réactions que vous avez recueillies tout de suite après le résultat. Regardez. De voir quelqu'un qui respire la haine et qui a une attitude négative, ça me brise le cœur. Je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment très triste. Ça me brise vraiment le cœur. Je soutiens Trump, oui, je soutiens mon président.
Je pense que c'est le meilleur pour les États-Unis parce qu'il est un homme d'affaires et qu'il a beaucoup de connexions à l'étranger. Il va apporter un renouveau à la Maison-Blanche. Il amène avec lui toutes ces nouvelles personnes. Il n'est pas un politicien, alors il a beaucoup d'idées nouvelles et il est américain. C'est vraiment surprenant. Je ne pense pas que qui que ce soit pensait que ça pouvait arriver. Moi, j'y croyais, même si mon opinion n'était pas la plus populaire. Et vous savez quoi ? On rendra à l'Amérique sa grandeur. Et j'ai hâte de voir ça. Au début de la nuit, je pensais qu'Hillary allait l'emporter facilement et j'en étais presque contrarié. Mais entendre que c'est Trump qui va sûrement gagner, en tant qu'Australien à New York, on devrait sûrement quitter la ville parce que je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Toute une nation qui retient son souffle toute la nuit. Les Américains étaient scotchés devant leur écran de télévision, bien pendus à leur smartphone. Une nuit qui restera gravée dans les mémoires et dans l'histoire des États-Unis. Océane Nicole. Donald Trump, président des États-Unis, les sondages ne l'avaient pas envisagé. Et pourtant, le milliardaire a atteint les 270 grands électeurs requis pour accéder à la Maison-Blanche. Rien que nous souhaitons pour l'avenir de notre pays n'est hors de portée et nous parions sur le meilleur uniquement. Nous avons entre nos mains l'avenir de notre pays, un avenir audacieux, un avenir brillant. Nous devons rêver de grandes choses pour ce pays, nous devons le voir réussir. Il aura fallu plusieurs heures de dépouillement avant que le verdict final ne tombe. De New York à Los Angeles, en passant par Miami, tous les yeux des Américains étaient rivés devant leurs écrans de télévision. Minute par minute, État par État, les résultats tombent et avec eux, le rapprochement de Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est certainement une énergie différente en ce moment. C'est beaucoup de surprises, beaucoup de chocs. Beaucoup de gens sont probablement très inquiets en ce moment. Beaucoup de gens ont peur, beaucoup de gens sont en colère et je pense que cela montre la façon dont les gens votent. C'est serré, je savais que ça serait comme ça. C'est une nation assez divisée, mais qui va s'unir de nouveau. À cette heure, aucun résultat n'est encore tombé. Les Américains gardent alors espoir. Je me sens anxieux, mais j'ai l'impression que nous allons finalement passer. Il arrive à gagner. Plus le dépouillement avance, plus les surprises se font. Floride, Pennsylvanie ou encore Ohio, ces États décisifs basculent du côté des républicains. J'espère que Donald Trump va gagner parce que j'attends le changement, quelque chose de différent. C'est toujours la même chose depuis longtemps. On est prêt pour le changement, on est prêt pour que l'Amérique retrouve sa grandeur. C'est un vote comme le Brexit. C'est l'équivalent américain du vote pour le Brexit. Aucun sondage ne l'envisageait, aucun sondage ne disait ça, que ça allait arriver, mais ça va arriver. Une nuit électorale pleine de surprises aux États-Unis. C'est donc Donald Trump qui succédera à Barack Obama. Et l'un des constats que nous pouvons tirer de ces élections, c'est, Samuel Calvo, que les sondages peuvent se tromper. Et très largement. Très largement, oui. Juste avant les élections, la dernière moyenne des sondages réalisés par Real Clear Politics, un site de data journalisme spécialisé dans la politique, avait donné 2,9% de retard pour Donald Trump sur Hillary Clinton. C'est plus que l'écart donné aux dernières élections américaines entre Romney et Obama, où à l'époque Obama avait gagné largement, enfin avec une avance confortable dans les élections. D'ailleurs, jamais, en plus d'une année de campagne, Donald Trump n'avait été donné devant Hillary Clinton dans la moyenne des sondages. C'est impressionnant. Après les sondages, c'est la presse qui plaçait Hillary Clinton comme une favorite évidente. La preuve, sur 200 titres américains, 194 ont choisi Clinton. C'est énorme, encore une fois. Donc l'erreur est encore plus énorme. D'ailleurs, regardez ces chiffres de la presse américaine à la veille des élections. Le Huffington Post estimait qu'Hillary Clinton avait 98,2% de chances de gagner. Ça monte même à 99% pour le Princeton Election Consortium. Et ça descend un peu avec d'autres organes de presse américains jusqu'à 68%, ce qui reste quand même un très bon chiffre, une avance très confortable. Mais finalement, et à la surprise générale, c'est donc Donald Trump qui gagne cette élection. Et ce qui nous intéresse, c'est plus l'effet et l'influence que peuvent avoir ces sondages finalement sur le vote des Américains. À force de dire que Clinton va gagner, est-ce que les Américains ne se sont pas dit bon c'est sûr, elle va gagner, et on n'a pas forcément besoin d'aller voter, c'est fait. Et finalement, ça leur a donné l'impulsion pour aller dans les bureaux de vote. Exactement, et ça rappelle aussi le Brexit qui s'est passé. La même chose s'est passée. On disait que l'Angleterre ne partirait jamais de l'Europe, et finalement le lendemain, les Anglais se sont réveillés avec une belle gueule de bois. Vous êtes d'accord, Maurice ?
En partie. Je constate effectivement que les Américains ne se sont pas précipités pour ces élections, vu que le taux de participation était à 52%. C'est le plus bas depuis l'année 2000. C'est un record, puisque Obama, lui, en 2008, lors de l'élection d'Obama en 2008, il y avait 57% de participation. Donc Hillary Clinton n'a pas réussi à mobiliser les foules. Ça, c'est le premier constat. Effectivement, peut-être que là, il y a un effet sondage. Mais là où je suis pas tout à fait d'accord avec Samuel, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit les instituts de sondage qui se soient trompés. En l'occurrence, il y a dans les statistiques ce qu'on appelle une marge d'erreur à 3%. C'est les interprétations des journalistes ? Je pense que oui. Je pense que les journalistes se sont jetés sur ces sondages qui donnaient finalement un ex-aequo entre les deux candidats, parce que si l'on tient compte de la marge d'erreur, on peut considérer qu'ils étaient ex-aequo et qu'il était impossible de déterminer qui serait le gagnant. L'utilisation de ces sondages montre finalement que la presse s'est un peu emballée sur celui qui arrivait à, disons, à 49,3%. Donc Donald Trump a bien fait de s'attaquer aux médias, Maurice Fergan ? Je ne sais pas s'il a bien fait de s'attaquer aux médias, mais je pense que certains instituts de sondage, et en tout cas ceux utilisés par Donald Trump, savaient qu'il se passait quelque chose dans l'Amérique profonde, puisque des études de groupes d'enquête avaient déjà montré qu'il y avait une volonté anti-establishment au sein de la population américaine, et Trump a joué sur cette volonté-là de changer les institutions américaines. Une nuit trépidante, on vous l'a dit, une nuit où dans les QG on est passé de l'euphorie à la sidération et vice-versa. Myriam Aman. La soirée a pourtant bien démarré au quartier général des démocrates. Des milliers d'Américains sont venus des quatre coins du pays pour attendre confiants l'issue du scrutin. Mais au fur et à mesure que les résultats tombent, la salle plonge dans le silence et la consternation. Hillary Clinton perd des États clés. Le coup de massue arrive lorsque le chef de campagne de la candidate démocrate monte sur scène. Écoutez-moi. Chacun devrait rentrer chez lui, dormir un peu. Nous aurons plus de choses à dire demain. Hillary ne viendra pas. Les supporters démocrates préfèrent ne pas attendre le résultat final. La salle se vide. Autre ambiance au quartier général de Donald Trump. La tension est palpable en début de soirée. Mais à chaque État gagné par le républicain, c'est l'explosion de joie. L'euphorie gagne la salle dès l'annonce officielle de la victoire de Donald Trump. Sur scène, le président fraîchement élu savoure sa victoire. Thank you. Thank you very much, everybody. Je viens de recevoir un appel de la secrétaire d'État Hillary Clinton. Elle nous félicite. Ça nous concerne tous. Notre victoire. Et je la félicite et sa famille pour la campagne très très difficile. Elle s'est battue vraiment très fort. Contre toute attente, contre les pronostics des bookmakers et des sondages, Donald Trump est le 45e président des États-Unis. La fête au quartier général des Républicains va durer toute la nuit. Et justement, notre correspondante Céline Bruno était au QG de Donald Trump. Regardez. Une victoire retentissante pour Donald Trump et pour le Parti républicain. Je vous rappelle qu'il y a encore 2 semaines après la fameuse vidéo et ses propos sur les femmes, eh bien personne ne misait sur le milliardaire new-yorkais. En tout cas, l'Amérique silencieuse a voté cette fois-ci. C'est ce que disent ici les supporters de Donald Trump à la soirée du Hilton. L'Amérique de l'anti-establishment a gagné. Alors vous nous l'avez dit Samuel Calvo, aux États-Unis il y a 200 médias, seulement 4 ont soutenu Donald Trump. Alors Corinne Lévy, qu'en est-il de la presse ce matin en Amérique ? Alors Valérie, une revue de presse 100% présidentielle américaine à l'image des unes des journaux, toutes consacrées à ce jour de scrutin aux États-Unis. C'est un choc de 2 candidats, le choc de 2 Amériques, comme l'annonce le Figaro. Et le Figaro de proposer un comparatif des projets des 2 candidats. Mais la palme revient à Libération maintenant, qui propose en trompe-l'œil l'ombre chinoise d'un homme, comme on peut le voir, avec en titre le grand flip. Et on devine que c'est donc
Donald Trump. Libération qui consacre aujourd'hui 12 pages à l'élection présidentielle. Au vu des résultats qui nous arrivent ce matin de l'autre côté de l'Atlantique, force est de constater que c'est encore la déprime qui suinte. Et je cite, le cauchemar que fut cette campagne pour certains médias ne prendra sans doute pas fin aujourd'hui comme par magie. Si vous pensez que cette élection a été moche, les 4 prochaines années seront bien pires, lance notamment le New York Times. Et le Daily News propose à sa une le drapeau américain décemment présenté à l'envers devant la Maison-Blanche et de titrer La Maison des Horreurs. Le Daily News évoque l'Amérique est en état de choc et rappelle que Trump n'a aucune expérience politique. Le Times, cette fois, on continue, plus pragmatique, brosse un portrait du 45e président des États-Unis en choisissant la formule « le président des laissés-pour-compte » et de préciser que c'est contre l'immigration et le terrorisme qu'ont voté avant tout les électeurs de Donald Trump. On termine avec, en Espagne, cette fois, le journal El País qui annonce dans sa une la victoire du nouveau président des États-Unis et de rappeler le côté sombre, populiste et xénophobe, plongeant les États-Unis dans l'inconnu. Les yeux du monde donc étaient portés sur les États-Unis. Cette nuit, Maurice Yfergan, comment on réagit en Israël et au Moyen-Orient ? Écoutez, la presse israélienne met l'accent sur la surprise. Le site internet Ynet titre « Il a stupéfait le monde, mais pas vraiment les Israéliens ». Le quotidien rappelle que du point de vue d'Israël, Donald Trump est farouchement pro-israélien et s'est engagé à transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Haaretz, le journal indépendant, titre sur la promesse de Trump « Je serai le président de tous les Américains ». Mais l'édito choisi par Haaretz est plutôt ironique. Le monde ne va pas être détruit, il va tout simplement devenir fou. Bon, alors pendant cette campagne électorale, on a beaucoup parlé des minorités aux États-Unis. Et quand on parle des minorités, on parle évidemment de la minorité hispanique. Al Pacino l'a rendu célèbre dans le fameux film Scarface. Mais qu'en est-il du vote des Latinos et comment sont-ils impliqués dans la vie politique aujourd'hui? Élément de réponse tout de suite avec Eric Aldezos. Ils sont pour la plupart nés sur le sol américain. Mais leurs parents sont originaires du Mexique, de Cuba, du Salvador, du Guatemala, du Honduras ou encore de Puerto Rico. Ils sont plus de 57 millions. Eux, ce sont les Latinos. Ceux qui viennent du Mexique, environ 2/3, emménagent pour la plupart en Californie et au Texas. Les Portoricains, quant à eux, s'installent dans un État plutôt réputé pour sa minorité cubaine, la Floride. Tous les analystes disent que dans 2 ans, il y aura plus de Portoricains en Floride qu'à New York et qu'ils seront plus nombreux aux États-Unis que sur leur propre île d'origine. Représentant 25% de l'électorat américain, les Latinos s'intéressent et participent de plus en plus à la vie politique du pays. Pour beaucoup d'entre eux, ils sont républicains. Mais le président Barack Obama a réussi un tour de force, drainer leur voix en faveur de son parti. Il les séduit en proposant, en 2009, une régularisation des sans-papiers. Une révolution pourtant déjà suggérée par son prédécesseur et rival, George W. Bush, 2 ans plus tôt, mais avec moins de succès. Depuis, difficile de dessiner avec précision les contours de l'électorat hispanique, comme nous l'explique Marc Hugo Lopez. Il y en a beaucoup qui ont rejoint le Parti démocrate et ce chiffre augmente. Mais il y a aussi un nombre significatif d'entre eux qui ne sont affiliés à aucun parti dans les villes comme Orlando. Si on additionne ces 2 tendances, cela dépasse le nombre d'inscrits dans le camp républicain. Le républicain Donald Trump, de son côté, ne les a pas ménagés pendant la campagne présidentielle, les qualifiant de criminels et exposant son projet de construire un mur financé par le Mexique. Il a su s'attirer le désamour de la grande majorité d'entre eux. Un positionnement politique risqué, mais Trump vise l'électorat ouvrier blanc. Aux États-Unis, la lutte contre l'immigration illégale est un enjeu politique majeur. Là-bas, ils sont plus de 8 millions à être en situation irrégulière. Et on continue tout de suite avec la revue de presse. Du côté du monde arabo-musulman, ça dit quoi, Maurice Yfergan? Valérie, au Proche-Orient, la presse se demande quelle va être la politique menée par le nouveau président américain. Le quotidien libanais L'Orient le Jour, qui décrit l'élection de Trump comme un séisme politique sans précédent qui plonge les États-Unis
et le monde dans une incertitude vertigineuse, vous voyez pas moins, et l'aurions le jour de s'interroger sur le programme de Donald Trump, un programme au goût d'isolationnisme et de remise en cause des accords de libre-échange. Et Al Jazeera ? Al Jazeera au Qatar se contente d'annoncer que le multimilliardaire américain a battu l'ex-secrétaire d'État qui a reconnu sa défaite. En tout cas, l'éditorialiste d'Al Jazeera admet que personne n'a la moindre idée de ce que Trump veut faire ou va faire au Proche-Orient. Enfin, on va faire un tour côté iranien. Presse TV, le site officiel iranien, titre « L'élection choquante de Donald Trump provoque des réactions dans le monde ». Et bien entendu, le site iranien de citer la réaction officielle du régime « Trump doit respecter les accords sur le nucléaire », affirme Presse TV. Alors, je vous le disais un petit peu plus tôt dans cette émission, Donald Trump a donc démenti tous les pronostics et l'emporte donc haut la main. Regardez la carte électorale américaine. Il obtient le soutien de 289 grands électeurs, 19 de plus que les 270 nécessaires pour gagner l'élection, des chiffres qui vont encore bouger. Sa rivale démocrate en a, elle, remporté 218. La victoire du candidat républicain s'est dessinée au fil de la nuit grâce aux swing states, ces fameux États pivots tombés les uns après les autres dans l'escarcelle républicaine, la Floride, la Pennsylvanie, l'Ohio, la Caroline du Nord, l'Iowa, pour ne citer que. Alors Trump, c'est l'homme que personne n'a vu venir, mania de l'immobilier, star de la télé-réalité, une personnalité haute en couleur, excessif, impulsif, sans la moindre expérience politique. Donald Trump n'avait au départ aucune chance de rentrer à la Maison-Blanche, mais la campagne a convaincu Betsabe Salem. Donald Trump était déjà connu avant son entrée dans la campagne. Et pour cause, il a tout du milliardaire excentrique. Frange gominée, des gratte-ciel à son nom et une ligne de vêtements. Il a même sa propre émission américaine de télé-réalité diffusée sur NBC. Car Trump aime les médias et la notoriété. Il multiplie les interviews et en profite pour donner son opinion politique. En 2011, il exige publiquement que le président des États-Unis, Barack Obama, publie son certificat de naissance. Un énorme coup de pub. Donald J. Trump. C'est au printemps 2015 que Donald Trump annonce sa candidature. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, je suis officiellement candidat à la présidence des États-Unis. Et nous allons rendre à notre pays sa grandeur. Une entrée dans la campagne d'autant plus remarquée que Trump s'attaque déjà aux immigrés mexicains qu'il traite de criminels et de violeurs, en profitant pour insister sur la nécessité d'un mur entre les États-Unis et le Mexique. Le candidat républicain a donné le ton. Quelques mois plus tard, il s'en prend aux Syriens. Je préviens ceux qui arrivent de Syrie dans le cadre de cet énorme flux migratoire. Si je gagne, ils repartiront. Ils repartiront, je vous le dis. L'immigration n'est pas la seule ennemie de Trump. Les remarques graveleuses et les plaisanteries de mauvais goût s'enchaînent. Le mois d'après, il se moque d'un journaliste handicapé. Autre cible, les femmes qu'il n'hésite pas à critiquer pour leur physique. La dernière en date, Alicia Machado, ancienne Miss Univers vénézuélienne, traitée de Miss Cochonne. Il y a eu aussi Megyn Kelly, présentatrice sur Fox News, qui avait eu le malheur d'interroger Trump sur ses propos sexistes. Elle commence à me poser des questions ridicules. On pouvait voir du sang sortir de ses yeux, du sang sortir de son... où que ce soit. Pas plus de respect vis-à-vis de son adversaire, Hillary Clinton. La preuve, ce tweet d'avril 2015. Comment peut-elle satisfaire son pays si elle ne satisfait pas son mari ? Le scandale de trop, c'est sans doute la diffusion de ses propos tenus à l'animateur de NBC, Billy Bush, en 2005, avant un tournage. Je les embrasse, j'attends même pas. Et quand t'es une star, elle te laisse faire. Je les attrape par la... Selon Donald Trump, des plaisanteries de vestiaire, mais assez pour lui attirer les critiques de son propre parti et même de sa femme, Melania, soutien quasi infaillible. Le genre de propos qui, en dépit de leur vulgarité, ont maintenu le candidat Trump sur le devant de la scène pendant toute la campagne. Pour beaucoup d'Américains qui se sentaient trahis par l'élite, son impolitesse a même un goût d'authenticité. Bonjour Isabelle Dajou, un facteur clé donc dans cette élection, on en a parlé, c'est ce qu'on appelle les swing states, les États pivots qui ont tous, majoritairement,
voter Trump. Tout à fait. Alors tous les yeux étaient rivés sur ces swing states qui ont fait basculer les élections en faveur de Donald Trump. Donc on va commencer par l'État de l'Ohio. Depuis 1964, aucun candidat ne remporte les élections présidentielles sans avoir auparavant gagné dans cet État. Mission accomplie, un État devenu républicain. Alors justement, la Floride aussi, qui comporte 29 grands électeurs, a elle aussi tranché Trump. Tout à fait, le Sunshine State a été raflé par le candidat Donald Trump, portant un coup très dur à son adversaire Hillary Clinton. Un changement de couleur radical. On se rappelle, en 2012, la majorité avait voté démocrate lors de la réélection de Barack Obama. Et la Caroline du Nord, Isabelle, qui bascule également à droite. Alors, Caroline du Nord, jusqu'au dernier moment, les résultats étaient serrés. Finalement, ces 15 grands électeurs sont eux aussi tombés dans l'escarcelle du géant de l'immobilier. Et l'Iowa, l'État clé, avec ses 6 grands électeurs. Cet État qui avait choisi Barack Obama en 2008 et en 2012, là aussi, le milliardaire populiste s'empare des votes des 6 grands électeurs. Merci beaucoup Isabelle. Alors quand on parle des minorités, évidemment, on parle à la minorité hispanique. On regarde tout de suite le sujet de Eric Alzedos. Ils sont pour la plupart nés sur le sol américain. Mais leurs parents sont originaires du Mexique, de Cuba, du Salvador, du Guatemala, du Honduras ou encore de Puerto Rico. Ils sont plus de 57 millions. Eux, ce sont les Latinos. Ceux qui viennent du Mexique, environ 2/3, emménagent pour la plupart en Californie et au Texas. Les Portoricains, quant à eux, s'installent dans un État plutôt réputé pour sa minorité cubaine, la Floride. Tous les analystes disent que dans 2 ans, il y aura plus de Portoricains en Floride qu'à New York et qu'ils seront plus nombreux aux États-Unis que sur leur propre île d'origine. Représentant 25% de l'électorat américain, les Latinos s'intéressent et participent de plus en plus à la vie politique du pays. Pour beaucoup d'entre eux, ils sont républicains. Mais le président Barack Obama a réussi un tour de force, drainer leur voix en faveur de son parti. Il les séduit en proposant, en 2009, une régularisation des sans-papiers. Une révolution pourtant déjà suggérée par son prédécesseur et rival, George W. Bush, 2 ans plus tôt, mais avec moins de succès. Depuis, difficile de dessiner avec précision les contours de l'électorat hispanique, comme nous l'explique Marc Hugo Lopez. Il y en a beaucoup qui ont rejoint le Parti démocrate et ce chiffre augmente. Mais il y a aussi un nombre significatif d'entre eux qui ne sont affiliés à aucun parti dans les villes comme Orlando. Si on additionne ces 2 tendances, cela dépasse le nombre d'inscrits dans le camp républicain. Le républicain Donald Trump, de son côté, ne les a pas ménagés pendant la campagne présidentielle, les qualifiant de criminels et exposant son projet de construire un mur financé par le Mexique. Il a su s'attirer le désamour de la grande majorité d'entre eux. Un positionnement politique risqué, mais Trump vise l'électorat ouvrier blanc. Aux États-Unis, la lutte contre l'immigration illégale est un enjeu politique majeur. Là-bas, ils sont plus de 8 millions à être en situation irrégulière. Alors Maurice Fergan, les Latinos ne se sont pas déplacés en masse dans les urnes, hein? Non, Valérie, le réveil des Latinos n'a pas eu lieu ou n'a pas suffi. On sait que depuis 2008, effectivement, il y a une progression démographique de cette population et qu'on s'attendait qu'en 2012, il y ait déjà un sursaut. Alors, il y a eu 47% de Latinos qui avaient voté démocrate en 2012. Or, apparemment, en 2016, il n'y a pas eu encore ce sursaut final qui permettait à Hillary Clinton de remporter, par exemple, la Floride, où c'est la plus grosse population latinos. Mais maintenant, cette question, il va y avoir du ménage à Washington. L'administration démocrate va devoir céder la place à celle des républicains. Quels vont être les nouveaux hommes du président? Élément de réponse tout de suite en image avec Léa Berdugo. Une fois à la Maison-Blanche, Donald Trump devra s'entourer d'une équipe solide. Son vice-président, Mike Pence, il est décrit comme un homme d'honneur, de caractère et d'honnêteté. Très croyant, c'est un héros des valeurs familiales traditionnelles contre l'avortement et le mariage homosexuel. Parmi les favoris pour le reste de l'équipe gouvernementale, ses plus grands soutiens. Premier d'entre eux, Rudolph Giuliani. L'ancien maire de New York n'a pas hésité à soutenir le candidat républicain tout au long de la campagne, même après ses plus grands dérapages.
Il pourrait occuper un poste élevé tel que chef du département de sécurité intérieure ou même secrétaire d'État. Longtemps pressenti pour occuper un rôle important, Chris Christie a vu ses chances considérablement diminuer il y a quelques jours. Le gouverneur du New Jersey a été éclaboussé par le scandale du Washington Bridge, une affaire de trafic d'influence soldée par la condamnation de 2 de ses collaborateurs. Également ancien rival de la primaire, Ben Carson s'est reconverti en fidèle soutien. Même s'il a eu quelques hésitations, il s'est toujours tenu derrière le candidat républicain. Il pourrait se voir attribuer un portefeuille à la santé. L'objectif, l'abrogation de la réforme Obamacare. Pressenti aux affaires étrangères, Jeff Sessions, sénateur de l'Alabama. Depuis le début de la campagne, il conseille le candidat républicain sur les affaires diplomatiques. Autre candidate potentielle, la députée ultra-conservatrice Michelle Bachmann. L'ancien président de la Chambre des représentants, Newt Gingrich, pourrait prendre la tête du département de la Défense, compte tenu de son expérience à Washington. Quant à la directrice de campagne du candidat républicain, Kellyanne Conway, elle pourrait devenir porte-parole. Enfin, au sein de son équipe, Donald Trump pourrait intégrer ses anciens rivaux, Rick Perry et Marco Rubio. Alors Maurice Vergan, Giuliani est pressenti à la justice et Gingrich au Parlement d'État, au département d'État. Le nouveau président saura-t-il, pensez-vous, s'entourer d'hommes compétents ? Je pense qu'il n'a pas le choix de toute façon, vu que vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas un homme qui a un passé de dirigeant politique, c'est un homme d'affaires. Donc il a l'habitude de diriger des entreprises, il n'a jamais dirigé une administration publique. Donc sa première chose qu'il va faire, c'est que maintenant de constituer son équipe. Et effectivement, on entend déjà des noms circuler, notamment ce fameux Newt Gingrich, qui est pressenti pour être ou à la Défense ou au département d'État, c'est-à-dire remplacer John Kerry. Il faut savoir que Gingrich est un conservateur, un néoconservateur, qui a énormément d'expérience sur la scène internationale, qui connaît bien les dossiers internationaux et qui maîtrise cet environnement diplomatique. Alors, c'est pour ça qu'on dit plutôt département d'État que la Défense, mais il pourrait bien se situer entre les deux, on ne sait pas encore. Giuliani, lui, c'est le bras droit de Trump, c'est lui qui est censé à présent prendre le département de la justice et régler tous les problèmes de justice qui se posent actuellement, notamment concernant le gros dossier des immigrés, des gens qui sont illégaux aux États-Unis. Trump a promis de régler cette question et je pense qu'il lui faut un homme fort pour cela. Et nous sommes justement par Skype avec Valérie Offenberg. Merci Valérie Offenberg d'avoir accepté d'intervenir sur I24 News. Alors vous êtes présidente du Connecting Leaders Club et l'ancienne directrice de l'American Jewish Committee. Alors tous les sondages donnaient la victoire à Hillary Clinton. Les médias l'avaient suivi et pris fait et cause pour la candidate démocrate. Sauf que la réalité est différente. C'est Trump qui a été élu. Est-ce que c'était aussi improbable que ça, Valérie ? Écoutez, je crois que la première leçon à tirer, c'est effectivement cette déconnexion profonde entre les médias, entre les élites et la réalité du terrain. Je connais bien les États-Unis et non, je ne crois pas que c'était aussi étonnant que cela, parce que c'est véritablement la revanche de la classe populaire blanche américaine sur cette élection. Les minorités ont joué un grand rôle dans cette élection, et notamment les Afro-Américains. Ce sont eux, d'ailleurs, qui avaient assuré l'élection et la réélection de Barack Obama. Que s'est-il passé cette fois-ci? Les Afro-Américains n'ont pas suivi Hillary Clinton? Je crois que ça va au-delà des questions d'Afro-Américains. Vous savez, je crois qu'on est aujourd'hui sur un nouveau modèle politique et qu'il ne faut pas penser comme ça. Depuis près d'un an, aucun sondage n'a donné le vainqueur des différentes élections. Ça a été le cas en Israël, ça a été le cas d'ailleurs en Angleterre. Pourquoi? Parce que toutes ces élections aujourd'hui, eh bien, c'est le résultat de la peur. Et on a tous sous-estimé la grande peur, la peur du déclassement, la peur de l'innovation, la peur de se rester au bord du chemin des populations. Et il faut totalement réinventer notre modèle de pensée et notre modèle de réflexion femmes ou afro-américains. Pour cette élection, la candidate démocrate avait misé justement sur le vote féminin en chargeant son rival républicain. On s'en souvient, l'a taxé de sexiste, de misogyne. Cette stratégie auprès des femmes, est-ce qu'elle a fonctionné à votre avis, Valérie ? Non, Valérie, c'est ce que je viens de vous dire, c'est qu'il faut réinventer notre système. On ne peut plus penser de la même manière. Vous savez, aujourd'hui, la démocratie est totalement aussi challengée par autre chose, qui sont les réseaux sociaux, qui sont les blogs. Et je pense que cette dichotomie entre les élites et les médias, elle est aussi perceptible justement sur les réseaux sociaux. Je vous le répète, je pense que toutes les élections depuis un an, que ce soit en Israël, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Allemagne, ont tous eu un moteur commun.
le vote se fait sur la peur des populations. Est-ce que ce résultat montre quand même, Valérie, que l'Amérique n'était pas encore prête d'avoir une femme au pouvoir ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre et je pense que l'Amérique est prête. Je pense que l'Amérique était prête à avoir un président noir. Je pense qu'elle est prête pour une femme. Mais encore une fois, je ne crois pas simplement que ce soit l'échec de Hillary Clinton. Certes, la candidate démocrate était empêtrée dans des affaires avec ses mails. Certes, ce qui s'est passé avec le FBI n'a pas aidé. Mais il ne faut pas aussi se voiler la face. C'est aussi une réponse aux 10 ans d'Obama. Et je ne crois pas que les 10 ans de politique d'Obama ont été tellement appréciés par la grande majorité des Américains. Alors on peut le regretter, je dois dire que je suis moi-même un petit peu sonnée par ce résultat, mais malgré tout je voudrais rappeler un point, je connais bien les États-Unis, je connais bien leur système et je crois qu'on peut quand même faire confiance au fonctionnement de la démocratie américaine, au système des chambres, au système des États. Donc il faut aussi raison garder. Et je pense que l'Amérique restera quand même une grande puissance. Nous allons tous attendre de voir ce qui se passe. J'ai entendu les premières nominations. Il y aura autour de Trump des professionnels. Et nous n'avons plus maintenant qu'à espérer qu'il sache endosser le costume de président. Ce matin, ses premiers mots ont été pour féliciter Hillary Clinton, alors qu'il faut se souvenir qu'il y a quelques semaines, dans l'outrance de la campagne, il parlait même de la faire emprisonner. Alors espérons maintenant que le statut d'homme d'État saura donner de la grandeur à Trump. Merci beaucoup Valérie Offenberg. Et l'administration Obama qui laisse plusieurs gros chantiers à son successeur: économie, migration politique, internationale, tour d'horizon de ce qu'il devra prendre en main avec Ariane Ménage. Barack Obama quitte la présidence en laissant derrière lui plusieurs grands chantiers ouverts relevant de la politique intérieure comme extérieure. La dette publique américaine est aujourd'hui un enjeu majeur. Elle plafonne cette année à 108% du PIB, soit 19 000 milliards de dollars. Autre problématique, les inégalités croissantes au sein de la société américaine. Selon les chiffres de l'OCDE, en 2014, les États-Unis représentaient parmi les pays développés la deuxième nation où les inégalités de revenus sont les plus fortes. Des inégalités qui divisent la société. Près de 47 millions d'Américains vivent aujourd'hui dans la pauvreté. Sujet de bataille pendant la campagne, l'immigration. Au cours de sa présidence, Barack Obama, bloqué à plusieurs reprises par le Congrès, n'a pas réussi à mettre en place une véritable réforme de la politique migratoire. Une problématique qui ressurgira donc lors de ce nouveau mandat. Autre dossier inachevé de l'administration Obama, le contrôle des armes à feu. Tous les ans aux États-Unis, plus de 30 000 personnes sont tuées par balle. Après chaque fusillade de masse, Orlando, Newton, Charleston, Barack Obama a essayé de modifier le second amendement qui autorise le port d'armes, sans succès. Au niveau de la politique extérieure, la lutte contre Daesh est l'une des priorités du mandat, alors que l'armée américaine est présente en Irak, en Syrie et en Libye. Autre dossier, les relations américano-russes qui se dégradent de jour en jour, alors que les deux puissances s'opposent notamment sur la question syrienne. La nouvelle administration devra aussi reprendre les efforts de médiation dans le processus de paix israélo-palestinien, un processus au point mort. Finalement, l'écologie, les États-Unis vont devoir appliquer l'accord de Paris sur le climat. Principal objectif de ce traité, maintenir l'augmentation des températures sous la barre des 2 degrés. Un défi donc pour les États-Unis, deuxième pollueur mondial derrière la Chine. Pour respecter les termes de cet accord, il faudra donc mettre en place une véritable politique énergétique. Et nous sommes par Skype avec Michel Gerfinkel, journaliste spécialiste dans les questions stratégiques et géopolitiques. Bonjour Michel Gerfinkel, merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'I24 News. Alors Donald Trump n'a aucune expérience politique, il vient de milieu d'affaires. Est-ce que ça va avoir une influence sur sa façon de gérer la nouvelle administration républicaine? On le compare déjà à Berlusconi. Alors justement, on a un petit problème technique. On reviendra tout de suite dans quelques instants pour retrouver Michel Gerfinkel. Alors on va parler maintenant du renouvellement du Congrès. C'est un sujet de David Klesiewski. Gouverner, oui, mais avec quelle majorité? Les Américains n'ont pas voté que pour un président. Ils ont aussi renouvelé ou reconduit la majeure partie de leurs députés. À la Chambre des représentants, les républicains dominaient. Ils resteront en position de force.
Le parti de Donald Trump garde la main sur la plupart des 247 sièges déjà conquis en 2014. Au total, la Chambre en compte 435. Dans le système d'équilibre des pouvoirs américains, leur rôle est primordial pour faire passer des lois. Autre arène, le Sénat. Fonctionnement différent avec 100 représentants tout ronds, mais constat identique à l'issue des élections. Les républicains restent majoritaires, malgré le renouvellement d'un tiers de leurs membres. Le rôle du Sénat est important dans le système des nominations des juges de la Cour suprême, mais aussi de hauts responsables gouvernementaux. Avant les présidentielles de 2016, les États-Unis vivaient une cohabitation politique, avec la présidence démocrate de Barack Obama et le Parlement aux couleurs républicaines. Désormais président, Donald Trump devrait bénéficier d'une majorité confortable au Parlement, mais il pourrait aussi souffrir des divisions internes au parti républicain qui rendraient sa présidence moins paisible que prévu. Et j'espère que notre problème de son est réglé et que nous allons pouvoir parler à Michel Gorfinkel. J'espère que vous m'entendez correctement. Bonjour Michel Gorfinkel. Alors, Donald Trump, je vous le disais, n'a aucune expérience politique. Qu'est-ce que vous pensez de sa manière, la manière dont il va gérer justement cette nouvelle administration républicaine? Parce qu'on le compare déjà à Berlusconi. Écoutez, premièrement, il est vrai que Donald Trump n'a jamais exercé de mandat électif ni de responsabilité politique officielle, mais il s'est toujours intéressé à la politique. Il a été interviewé sur des questions politiques depuis près de 40 ans. Il y a des vidéos qui montrent un Trump extrêmement jeune, aux cheveux encore beaucoup plus longs que ceux qu'il porte aujourd'hui, pas seulement une mèche, mais des cheveux sur les côtés, assez longs, et qui déjà a un certain nombre d'opinions politiques. Il est intéressant de voir que ce sont des opinions qui sont assez cohérentes avec ce qu'il dit aujourd'hui. La seconde chose que je voudrais dire à ce sujet, c'est que en tant comme riche aux États-Unis, il a été sollicité en permanence par des hommes politiques et donc associé à travers le fundraising à la vie politique américaine pendant toute sa vie. Donc on ne peut pas dire qu'il est tout à fait innocent, naïf ou inexpérimenté en matière politique. Alors le candidat républicain est donc vainqueur. Qu'en est-il du Sénat, Michel Gorfinkel ? Le Sénat reste à majorité républicaine. Il y avait beaucoup de spéculations sur le fait que peut-être les démocrates allaient grignoter 2-3 sièges qui étaient suffisants pour changer de majorité, mais cela n'a pas été le cas. Les républicains ont perdu un siège, ils en ont gagné un autre. Ils gardent une majorité absolue au Sénat avec 51 sénateurs sur 100. Donald Trump va donc faire le ménage à son arrivée à Washington. Que va-t-il faire lorsqu'il va arriver à la Maison-Blanche ? Eh bien, écoutez, la vérité, c'est que chaque président aux États-Unis a une très grande latitude pour non seulement changer de politique, mais changer de personnel politique. Il y a très peu de hauts fonctionnaires aux États-Unis. La plupart des responsables gouvernementaux sont nommés par le président et généralement s'en vont lorsque un autre président est élu. D'ailleurs, ces hauts responsables doivent être, comme cela a été dit sur cette antenne il y a quelques instants, ces responsables doivent être confirmés par le Sénat. Dès qu'ils ont un rang suffisamment élevé, ils doivent être confirmés par le Sénat. Donc, de toute façon, tout président est une rupture aux États-Unis. Tout président commence ou invente une politique nouvelle. Alors, Trump, c'est quand même le favori de Poutine. Poutine l'a félicité ce matin. Ces deux hommes, apparemment, ont la même sensibilité, la même approche politique. Est-ce que ça, c'est bon ou c'est mauvais ? Écoutez, pour l'instant, il est tout à fait impossible de le dire. Je crois qu'il faut comprendre que Poutine est devenu un personnage important sur la scène mondiale uniquement parce que Obama, le président actuel, a, de manière totalement inexplicable et inexpliquée, décidé d'abdiquer en tant qu'arbitre international suprême. C'est uniquement cette abdication américaine qui a créé la puissance relative actuelle de Poutine.
nous ne savons pas comment Trump va se comporter sur le plan international. Ce que nous pouvons dire, ce que nous avons vu il y a 1 ou 2 heures, nous avons pu voir défiler sur le podium républicain lorsque Trump a annoncé sa victoire. Il a fait défiler un certain nombre d'hommes politiques américains qui l'ont soutenu pendant la campagne. Certains d'entre eux, d'ailleurs, ne l'ont pas soutenu immédiatement, mais se sont ralliés à lui pendant la campagne. Ce qui est intéressant, notamment, par exemple, par rapport au Proche-Orient, c'est que nous avons une succession d'hommes politiques et un militaire qui, tous, ont été cohérents dans le soutien à Israël, dans la lutte contre l'islamisme, contre la dénonciation de l'accord avec l'Iran de l'année dernière. Donc, de ce point de vue-là, il y a un test en temps réel qui a déjà eu lieu, et le premier geste de Trump a été de s'entourer, de montrer autour de lui, au moment même où il annonçait, il acceptait la responsabilité de président des États-Unis, de s'entourer de personnes qui ont une vision très cohérente de la politique internationale. Merci beaucoup Michel Garfinkel. Alors pour beaucoup d'Américains, c'est la campagne la plus vile, la plus clivante, la plus rude qu'ont vécu les États-Unis, avec des rebondissements à n'en plus finir, des scandales qui ont rythmé cette élection. On va revenir sur ces principales affaires qui ont émaillé cette campagne avec Ariel Ménage. Des 2 candidats, aucun n'a échappé au scandale. Jusqu'au jour J, la campagne a été secouée par les affaires successives. Tout au long de la course pour la Maison-Blanche, Hillary Clinton a traîné derrière elle l'affaire des emails. De 2009 à 2013, alors qu'elle était secrétaire d'État, elle a utilisé un serveur de messagerie privée. Une affaire que Donald Trump a qualifiée à plusieurs reprises du plus grand scandale politique depuis le Watergate. Pendant la campagne, la démocrate s'est excusée. Avant tout, pour ceux d'entre vous qui sont inquiets de mon usage de ma boîte email personnelle, je comprends. Et comme je l'ai dit, je ne cherche pas d'excuses. C'était une erreur et je le regrette. 10 jours avant le vote, le FBI annonce la découverte de nouveaux messages qui pourraient compromettre la candidate. Nouveau rebondissement dans la campagne. Reproché au milliardaire l'opacité sur ses revenus, le républicain a toujours refusé de rendre ses déclarations d'impôts publics, ce que font habituellement les candidats à la présidentielle. En octobre, le New York Times révèle que le républicain avait déclaré plus d'1 milliard de pertes en 1995, ce qui aurait pu lui éviter de payer des impôts pendant plus de 20 ans. Pendant toute la campagne, la santé d'Hillary Clinton a été un argument du républicain. Une polémique exacerbée lors de la commémoration du 11 septembre. Elle part avant la fin de la cérémonie, perd l'équilibre devant sa voiture et réussit à monter dans le véhicule grâce à l'aide de ses gardes du corps. Les médecins diagnostiquent une pneumonie, mais c'est surtout le manque de transparence de la candidate sur ce sujet qui fait polémique. Je me sens très bien. Les propos de Donald Trump envers les femmes lui ont coûté une partie de l'électorat féminin. Le plus gros scandale, une vidéo de 2005 qui ressurgit pendant la campagne. On y entend Donald Trump tenir des propos extrêmement déplacés. Quand tu es une star, tu peux tout faire, elle te laisse tout faire. Tu peux même les attraper par... Le candidat républicain a par la suite présenté ses excuses. C'était une conversation de vestiaire. J'en suis pas fier, je m'excuse auprès de ma famille et du peuple américain. Tout au long de la campagne, des dizaines de femmes ont témoigné, accusant le candidat de sexisme, de harcèlement, voire d'agression sexuelle. Et vous êtes bien en direct sur E24 News pour suivre avec nous le jour d'après l'élection de Donald Trump, 45e président des États-Unis. The change you've been waiting for will finally arrive. I will be president for all Americans. This is going to be Brexit plus. It's time for us to come together as one united people. Bonjour Muriel Hadassa, vous avez aujourd'hui décidé de nous parler de Melania, cette nouvelle First Lady.
Elle est particulière quand même. Bonjour Valérie. Oui, effectivement, 3e épouse de Trump, beaucoup plus jeune qu'elle, comme on sait, 24 ans les séparent. Elle est née en 1970 sous le nom de Melania Knauss. C'est un ancien mannequin slovéno-américain. De base, c'est une femme assez simple qui aimait partager un peu sa vie privée, familiale, sentimentale en postant des photos sur les réseaux sociaux. Mais ensuite, elle est restée très discrète au début de la campagne électorale de son mari. Elle ne souhaitait pas y participer activement et préférait mettre en avant sa vie de mère au foyer en s'occupant de leur fils Bayron, âgé de bientôt 10 ans. Mais bien sûr, par la suite, pour la dernière ligne droite de la campagne, elle s'est un peu plus investie. Elle montait en fait sur le devant de la scène pour tenter un petit peu de lisser l'image très très controversée et misogyne de Trump. Elle était d'ailleurs régulièrement présentée comme l'atout charme de son mari pendant cette campagne présidentielle américaine. Mais malheureusement, lors d'un discours qu'elle a donné à la convention de Cleveland, elle a essuyé un gros raté parce qu'en fait la presse l'avait accusée de plagiat en reprenant le discours de Michelle Obama lors de la convention démocrate en 2008. Alors ça a fait beaucoup de bruit. Il y a d'ailleurs eu même des parodies assez drôles qui ont été faites par une comique américaine, Laura Benanti, qui d'ailleurs reprenait à la perfection son accent de l'Europe de l'Est très très prononcé. Alors on pouvait penser que ça allait être défavorable pour le résultat final. Eh bien non, Melania va devoir enfiler les chaussures de l'ex-première dame Michelle Obama, une femme très très charismatique, très très appréciée du public et surtout au parcours très riche politiquement et au niveau de ses études. Son rôle, ça sera quoi? Alors, la position de la première dame n'a pas réellement de tâche officielle et ne perçoit donc pas de salaire. Elles ont plus un rôle essentiel de représentation. Elles mettent aussi en avant une cause qui leur tient à cœur. En ce qui concerne Melania, lors d'un discours à Berwyn, en Pennsylvanie, elle a défini quelques petites pistes et thèmes sur lesquels elle aimerait travailler. Elle s'est dit vouloir être l'avocate de la cause des femmes et des enfants en mettant l'accent sur un problème de cyberharcèlement. Et on pourrait aussi imaginer qu'elle pourrait être sensible sur le sujet de l'immigration, puisqu'elle-même étant immigrée, elle déclare être passée par toutes les formalités administratives pour obtenir ses papiers, comme n'importe quel immigré, donc affaire à suivre. Alors, cette élection, elle s'est aussi jouée sur les réseaux sociaux. En 2008, Barack Obama a inauguré l'ère des campagnes politiques sur Internet avec son désormais célèbre « On s'en rappelle, Yes Weekend ». Eh bien, 8 ans plus tard, les observateurs s'accordaient à dire que la campagne se jouerait sur la toile. Alors, à l'heure du bilan, qu'en est-il? Le poids des réseaux sociaux dans la campagne? Élément de réponse tout de suite. On les savait incontournables et ils l'ont été. Internet et les réseaux sociaux ont donné le rythme de la campagne, entre un Donald Trump plus agressif que jamais et une Hillary Clinton reprenant la méthode Obama, mélange de communication et d'appui des stars du showbiz. Si Twitter a été un terrain d'affrontement pour les candidats, Internet s'est aussi et surtout imposé comme l'une des principales sources d'information des électeurs pour faire leur choix. D'après une étude de Pew Research Center, organisme indépendant spécialisé dans l'analyse des comportements sur Internet, 65% des citoyens américains ont suivi la campagne sur le web. Ils étaient 25% en 2000. Des chiffres qui confirment un autre fait. Internet est devenu le premier point d'entrée vers l'information pour 62% des Américains. Suivre la campagne, s'informer mais aussi approfondir les débats. La course à la Maison-Blanche 2016 a aussi vu l'avènement du fact-checking, la vérification des faits. Lors des débats Trump-Clinton, des médias en ligne comme le site du Washington Post proposaient de vérifier en direct les affirmations des candidats. La mode du fact-checking s'est fait ressentir lors des débats. Le 20 octobre dernier, alors que le thème de la guerre en Irak était abordé, Hillary Clinton s'adresse aux téléspectateurs. And, you know, I just want everybody to go Google it. Google Donald Trump Iraq, and you will see the dozens of sources which verify that he was for the invasion of Iraq. Wrong. And you can actually hear the... de la manœuvre, appuyer le fait que Donald Trump ait soutenu l'intervention américaine en Irak. L'effet est immédiat, les recherches sur ce thème grimpent en quelques minutes. Autre nouveauté pour ces élections 2016, le détournement d'applications sociales pour en faire une plateforme politique. Au-delà des réseaux sociaux les plus connus comme Twitter et Facebook, les candidats sont allés chercher tous les publics là où ils se trouvaient. On a ainsi pu voir Bill Clinton tenir le journal de campagne d'Hillary sur Snapchat, application plébiscitée par les 15-33 ans. Riche donc sur la forme, la campagne américaine fut de la vie générale pauvre sur le fond. À l'image de la culture Internet, elle a privilégié la phrase courte et virale au débat de fond et a peut-être dessiné pour la première fois les limites des campagnes en ligne.
Alors on le sait, la communauté juive des États-Unis est l'une des cibles privilégiées des candidats à la présidence, d'ordinaire dévolus à la cause démocrate. Qu'en a-t-il été de ces élections, Jonathan Serrero? Alors pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir l'ensemble des résultats concernant la communauté juive américaine, mais nous pouvons déjà vous dire qu'en Floride, l'un des États qui compte sans doute le plus de juifs aux États-Unis, 70% ont voté en faveur d'Hillary Clinton et 24% ont donné leur voix à Donald Trump. C'est sensiblement le même résultat, Valérie, réalisé par Barack Obama il y a 4 ans de cela contre Mitt Romney. Le président sortant avait obtenu à l'époque 69% des suffrages en 2012, des suffrages juifs entre guillemets. Cette élection de 2016 n'a donc pas dérogé au soutien de la communauté juive à la cause démocrate. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette élection? Eh bien, on se rend compte à la lecture des résultats que l'influence de l'électorat juif n'est pas si élevée que cela aux États-Unis. Les juifs ne représentent que 5% de la population américaine et ça se traduit donc dans les urnes puisque leur soutien conditionnel à la candidate démocrate n'a pas permis à Hillary Clinton d'accéder à la Maison-Blanche. Donc beaucoup de fantasmes et de clichés qui entourent donc ce vote juif à l'élection présidentielle. Éric, la prochaine étape, c'est quoi, le Congrès américain? Alors la prochaine étape, il y en a effectivement plusieurs, parce qu'il faut savoir que même si les électeurs ont choisi un candidat, enfin un président aujourd'hui, il ne va être définitivement élu que mi-décembre. Effectivement, en fait, aujourd'hui, ils ont choisi des grands électeurs. C'est un suffrage universel indirect. Ce n'est pas comme en France où on choisit notre président directement. Donc il faut savoir que, bien entendu, aujourd'hui, ils n'ont pas seulement choisi leur président, mais aussi leurs sénateurs, des procureurs, des shérifs. Ils se seraient prononcés sur un référendum s'il y en avait eu un, et on pourra dire qu'effectivement le prochain rendez-vous c'est le 20 janvier, le jour de l'investiture du nouveau président. Alors donc d'ici le 20 janvier, nous continuerons à suivre les développements de cette élection qui change totalement la donne aux États-Unis et sur l'échiquier international. L'Amérique a vécu certainement la journée la plus longue de son histoire, des affaires à rebondissement, du suspense. L'Amérique a su tenir son rang et qui nous a offert une des campagnes dans ces élections dignes des plus grandes productions hollywoodiennes. Hillary Clinton aura livré un combat sans merci face à son challenger, un adversaire redoutable. On peut les féliciter tous les deux. Maintenant, place à la réalité. L'Amérique entame une nouvelle page de son histoire. Restez avec nous, vous regardez i24 News.